Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à la même heure. Je suis ravie aussi de vous présenter mon invité des mots et des bas. Je vous présente Nelly Davis. Nelly Davis, bonjour. Bonjour Patricia. Vous allez bien? Oui, je vous remercie infiniment. Oui. Alors Nelly Davis, vous êtes la fille d'un grand jockey américain qui était connu aussi aux États-Unis, mais aussi bien en France, aussi en Russie. Donc un grand jockey noir, ce qui est rare, ce qui fut rare à cette époque. Alors, vous avez écrit un premier roman, disons un récit autobiographique sur votre père, votre vie, votre maman, votre frère. Ça s'appelle Jockey noir et célèbre. Mon père, c'est inconnu. Voilà, aux éditions du Rocher. Alors, sans plus tarder, commençons par le face-à-face. Nelly Davis, dès les premières pages, vous interpellez le lecteur avec ce départ imminent de cet homme qui s'appelle Jimmy Wingfield. Donc nous découvrons que c'est votre père. Il dit à votre mère, qui s'appelle Joséphine Davis, José Davis, voilà, il me faut absolument partir pour les États-Unis. Il doit partir. Alors pourquoi est-il en urgence? Pourquoi désire-t-il quitter sa femme et ses enfants? Puisque vous êtes en bas âge, le frère... Oui, j'ai quelques mois, puisque c'est en 41, donc à l'époque, si vous voulez, j'avais à peu près 8 mois. Et nous étions à la Deuxième Guerre mondiale, et son établissement d'écurie avait été réquisitionné par les nazis. Donc c'était terrible parce qu'il ne pouvait rien faire, il n'y avait plus de course. Donc il avait les pieds et les mains liés, c'est le cas de le dire, et comme il ne pouvait rien faire, il s'est dit, bon, je ne peux pas m'occuper de ma famille légitime, je ne peux pas non plus m'occuper donc de ma famille, si vous voulez, mis un peu de côté, quoi, c'est-à-dire ma mère, moi et mon frère. Donc il s'est dit, il faut que je parte aux États-Unis parce que là-bas, au loin, je pourrais certainement les aider parce qu'en restant à Maison Lafitte, il ne pouvait rien faire. Donc il se serait trouvé inutile. Donc il a pris la décision de partir et il l'a annoncé à ma mère. Alors bien sûr, ma mère, elle était quand même très triste parce que elle ne concevait pas, si vous voulez, que mon père pouvait partir et puis il l'a laissé en quelque sorte avec 2 enfants en bas âge. Mon frère étant né en 39, moi en 40, donc nous étions moi bébé et mon frère commençait simplement à marcher un petit peu, donc c'était terrible. Mais mon père est parti. Voilà. Alors, quelle est la réaction de votre mère? Parce que ça doit être dur, surtout Oui, 2 enfants en bas dur. âge. Oui, c'était dur, mais disons que, bon gré, mal gré, elle a accepté, si vous voulez, le départ. Mais par amour? Pourquoi n'a-t-elle pas gardé son mari auprès d'elle? D'abord, c'était pas son mari. Oui. C'était donc, puisque mon père était marié légitimement, Oui, et nous étions donc ces 2 enfants illégitimes. Mais ça n'empêche pas que mon père était très près de ma mère, et il nous a toujours aidés, même, enfin, par la suite, vous le saurez, enfin, oui. En lisant le livre, on le voit. Disons que, non, il a été obligé de partir, il ne pouvait pas faire autrement. Oui. Donc votre mère, bien sûr, a subi quelque part une réaction assez dure de la part de son père, Joe Davis, et vous lui en voulez d'ailleurs dans le livre. C'est étonnant. Bah oui, tout à fait, parce que mon grand-père, que je n'ai pas connu, puisque j'étais un petit bébé de 8 mois, donc quand ma mère est sortie donc, de l'hôpital avec moi dans les bras, enfin le bébé nouveau-né, effectivement, mon grand-père maternel lui a dit « mais qu'est-ce que tu vas faire de ça ?» Donc c'est pas vraiment une gentille parole. Et ma mère, bon, elle a été bien sûr très attristée, offusquée. Et puis elle lui a dit, mais bon, j'élèverai mes enfants, la guerre ne va pas durer. Et je travaillerai, comme elle connaissait quand même pas mal de langues. Elle s'est dit, bon, moi je vais travailler à la mairie, ils vont bien me trouver un poste d'interprète, comme elle parlait très bien allemand aussi. Et c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Jusqu'à vos 13 ans, en fin de compte, votre père, Jimmy Wingfield, qui est aux États-Unis, je rappelle, envoie des lettres assez fréquemment à votre mère, et à chaque fois, il y a cet espoir de le revoir, jusqu'à 13 ans. Mais comment faites-vous pour croire, pour ne pas avoir de haine envers votre père? Non, bah, j'ai jamais, si vous voulez, j'ai jamais eu de haine contre lui. La seule chose, c'est que bon, bah, j'avais une enfance monoparentale, bien entendu, mais comme toute petite fille, je pense que les petites filles sont très près de leur papa et ils attendent leur papa hein, quand ils ne vivent pas ensemble, bien entendu. Donc moi, j'attendais toujours. J'étais à l'école maternelle. Bon, j'étais déjà intérieurement, j'étais un peu triste, mais je l'attendais, je savais qu'il allait arriver. Et quand il nous avait écrit,
et que ma mère recevait les lettres, excusez-moi, elle nous les lisait, bien entendu. Alors, il annonçait toujours son arrivée, notre père. Mais il disait « Oh, je vais venir la saison prochaine ». Mais la saison prochaine arrivait et il n'y avait toujours pas de papa à la maison. Donc, il avait oublié de dire l'année, je pense. Mais bon, il est arrivé 13 ans après, en 1953. Donc, c'était déjà beau. Bien sûr, il pensait à vous de temps en temps parce qu'il envoyait de gros colis. Ah oui, c'était des énormes valises. Et nous avions du mal, ma mère et moi, et même mon frère, à porter, donc aller chercher ces valises et à les porter, et aller surtout à monter les quatre étages que nous avions. Mais nous étions tellement contents quand cette grosse valise était ouverte, bon, il y avait beaucoup d'aliments, quoi, voyez, pour manger, quoi, bien entendu. Des choses comme ça. Mais c'est marrant parce que des victuailles, voilà. Mais vous étiez assez surprise, votre frère et puis et vous-même, qu'il n'y ait pas de cadeau. C'est-à-dire votre frère voulait un tank américain, vous une poupée, et puis à chaque fois c'était de la nourriture. Oui, ben non, jamais il nous a envoyé un cadeau. À notre grand désespoir, parce que comme vous disiez, ben, mon frère il dit « Oh mais moi je voudrais bien un tank comme les Américains ». Et puis moi je réclamais ma Dole, quoi, et je ne l'ai jamais eu, quoi. Non, non. Alors, à l'école maternelle, vous recevez quelques colibés, quelques injures racistes. C'est-à-dire qu'il y a juste à la maternelle. Après, lorsque vous rencontrez Liliane et René, il n'y a pas de problème à l'école. Oui, mais quand j'ai rencontré Liliane et René, c'était après la primaire. Voilà, après la Donc primaire. Les sarcasmes ont continué après la maternelle à l'école primaire, malheureusement. D'accord. Oui. Alors, je ne comprends pas parce que vous êtes claire de peau. Donc, à quoi voit-on que vous êtes métissée c'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais beaucoup plus foncée que je ne l'ai été après, quoi, vous voyez. Mais ça n'empêchait pas que j'étais quand même comme injuriais, quoi. Comme on me disait la négresse, t'as pas mis ton plateau ce matin, ou tu l'as oublié. Donc toutes ces choses-là, ça fait, voilà. Donc tout ça, ça fait mal, quoi, bien entendu. Et puis, bon, j'essayais de... Je disais, bon, bah, quand il y avait, mettons, au printemps, j'essayais de me mettre sous le tilleul. J'ai dit, bon, bah, peut-être que je ne vais pas trop bronzer. Mais malgré tout, les rayons de soleil dardaient sur mon visage. Et puis, la pigmentation aidant, eh bien, bien sûr, ça ne m'a pas aidée, quoi, si vous voulez. Oui. Donc, j'étais encore beaucoup plus insultée, quoi. Vous avez 13 ans et votre père, donc Jimmy Wakefield, rentre en France pour reprendre sa licence d'entraîneur de chevaux de course à Maisons-Laffitte. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Jimmy Wingfield? Autant je sais qu'il a une grande carrière, mais par exemple, vous parlez des 3 Derby Kentucky, lorsqu'il était entraîneur pour Monsieur Mantachev en Russie, et puis aussi le fait d'être jockey noir, la condition qu'il vivait lorsqu'il était jockey noir aux États-Unis. Tout à fait. Bon, alors mon père est natif du Kentucky, un État donc d'Amérique, et là-bas il n'y a que des chevaux, beaucoup de pur sang. Et donc il est monté en selle quand il avait 5 ans. Donc il a toujours vécu, si vous voulez, autour des chevaux, et il adorait les chevaux. Et bien entendu, il s'est dit, étant petit, moi je vais devenir jockey. Mais bien sûr, ça ne s'est pas fait comme ça tout de suite. Il est devenu comme un apprenti, comme tous les apprentis. Oui. Il a appris le métier, il a bien observé, et il a pu quand même monter sa première course assez jeune. Mais là, sa première course, ça s'est passé à Chicago. Et bon, il voulait gagner. Et il a fait une bêtise pendant la course, si vous voulez. En ce sens que, bon, il galopait, bien entendu, et devant lui, il y avait 3 ou 4 chevaux qui étaient bien collés les uns aux autres, et lui voulait passer, quoi, vous voyez, pour pouvoir passer, continuer et gagner, arriver au poteau. Oui. Alors, il était là en train de galoper, et puis à un moment donné, il a vu qu'il pouvait passer. Enfin, peut-être que comme un lapin, si vous voulez, en quelque sorte. Hein. Donc, il a été malin, c'est le cas de se dire. Donc, il s'est approché, et puis hop, il est passé. Mais alors, les autres qui étaient à côté s'y attendaient pas, ils sont tombés. Et alors, il a gagné la course, quoi, effectivement, il a passé le poteau. Mais après, les commissaires l'ont donc convoqué, et ils lui ont demandé, mais Monsieur Wingfield, où avez-vous appris à monter à cheval? Alors, bon, mon père a répondu, et le commissaire a dit, oui, mais vous voyez la faute que vous avez faite? Bon, vous avez gagné, mais moi, je vous mets donc à pied, parce qu'on n'agit pas comme ça. Alors mon pauvre père, ben, il a pas monté pendant 1 an. Il était mis à pied, puis après, bon, ben, c'est reparti, quoi, bien entendu, quoi. Oui.
Mais je veux dire, aux États-Unis, c'était facile de faire confiance en un jockey noir ou il fallait toujours se battre? Il faut toujours se battre, effectivement, comme vous dites, parce que on était en pleine ségrégation là-bas, vous voyez, et il y avait une rivalité énorme entre les blancs et les noirs. Mais comment ça se passait justement? C'est-à-dire qu'il y avait un jockey noir, un jockey blanc qui jouaient dans la même course? Et qui courait. Qui courait, oui. Oui. C'est-à-dire que c'était mélangé. Il n'y avait pas qu'un seul jockey noir. Mon père n'était pas le seul jockey noir. Oui. Il y avait plusieurs jockeys noirs, hein, et bien sûr plusieurs jockeys blancs. Mais disons que mon père, on a tout de suite vu qu'il avait du talent, quoi, vous voyez. Et donc, bon, il a monté certaines courses. Et après, on lui a confié un cheval pour courir de la plus grande course d'Amérique, qui est le Kentucky Derby. Donc c'était en 1901. Attendez, en 1900, il est arrivé 3e. Oui. Bon. Ensuite, l'année qui a suivi, en 1901, il a gagné sa course, le Kentucky Derby. En 1902, il a fait le doublé, il a regagné. Et malheureusement, en 1903, il n'a pas pu faire le triplé. Pourquoi? Parce que presque à l'arrivée du poteau, il n'a pas poussé son cheval tout de suite comme il aurait fallu. Enfin, au moment où il fallait le pousser, il ne l'a pas poussé. Et il a perdu d'une tête. Alors là, ça a été assez dur pour lui parce qu'il était mal considéré par ces messieurs, les propriétaires et les entraîneurs, parce que, bon, il a reçu aussi des sarcasmes. Oui, bon, bah, les Noirs, quand ils gagnent, bon, bah, ça va. Et quand ils ne gagnent pas, c'est parce qu'ils ont fait la foire. Oui. Donc voilà. Et mon père a beaucoup souffert de ne pas avoir gagné ce triplé. Et il a su tout de suite que c'était d'autant plus dur pour lui qu'il savait qu'on ne pourra plus lui confier, disons, un pur sang. Alors là, c'était dur pour lui. Alors il voulait quand même... Alors donc, il a eu la chance, si vous voulez, à cette époque-là, malgré tout, de faire la connaissance d'un propriétaire de puits de pétrole et propriétaire aussi de chevaux de course. Et il se trouvait là-bas au Kentucky. Donc il avait remarqué, si vous voulez, la façon dont montait donc mon père, James Winfield. Et lorsqu'il a vu qu'il avait perdu ce triplé, eh bien, il a sauté sur une opportunité, en ce sens qu'il lui a dit écoutez, monsieur Winfield, si vous voulez, moi, si vous êtes d'accord, je peux vous faire signer un contrat fabuleux pour monter en Russie, à la cour de Nicolas II, le tsar Nicolas II. Oui. Alors, mon père a hésité au début parce qu'il dit moi, en Russie, bon, il y a beaucoup de neige, il fait froid. Et puis, en fin de compte, bien on a pris, il a accepté. Donc, il est parti en Russie. Et puis là, pendant 13 ans, ça a été la gloire là-bas en Russie, parce qu'il a monté les chevaux du tsar. Et bon, c'était la fortune qui lui tombait, quoi, sur un plateau, c'est le cas de le dire. Et ça a été une vie fabuleuse jusqu'à la Révolution, quoi. Alors, bien sûr, donc votre père revient aussi en France, après il rentre en France, voilà, il se sauve en France, puisqu'il y a la Révolution. Et puis, vous, pendant ce temps-là, vous avez terminé vos 3 années d'études commerciales. Moi, je ne suis pas née encore là. Ah oui, non, pardon, parce que moi je veux revenir. Oui, pardon. C'est pas grave. Parce que mon père, c'était donc en 1917, il est revenu, donc il s'est sauvé de la Russie et il arrive en France. Et où il atterrit à Maisons-Laffitte, qui était le fief, si vous voulez, des jockeys. Et surtout galopeurs, puisqu'il y a aussi des trotteurs. Voilà, tout à fait. Et il y avait donc, précédemment, il y avait mon grand-père maternel, donc Joe Davis, qui était venu aussi se réfugier à Maisons-Laffitte, parce que lui aussi était entraîneur de chevaux de course. Mais il l'était en Russie. Voilà, et c'est là où mon père a connu donc mon grand-père, celui qui devait devenir mon grand-père maternel. Et en Russie, mon père a monté beaucoup pour mon grand-père Joe Davis. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Une amitié s'est liée, disons, entre eux, parce que mon père a gagné des grandes courses pour mon grand-père maternel à Budapest, le grand derby de Budapest. Et puis tout ce monde s'est connu là-bas, quoi, si vous voulez. Et il s'est retrouvé ensuite, après, en France. D'abord, mes grands-parents l'ont précédé, parce qu'il y avait aussi les troubles austro-hongrois. Donc, Joe Davis, sa femme et puis ma mère sont arrivés donc à Maisons-Laffitte. Et mon grand-père maternel a repris aussi sa licence d'entraîneur. Il est devenu aussi un éminent entraîneur de chevaux de course.
Alors bien sûr, là je reviens, là je ferme la parenthèse sur la carrière de votre père, une grande carrière. Puis à cette époque, être jockey noir et puis célèbre, c'est vraiment un phénomène. Donc là, vous avez donc vous grandissez, vous passez vos études, vous faites même des études commerciales, 3 années d'études commerciales pour devenir sténographe. Tout à fait. Voilà. Et là, je crois que c'est l'air du temps, vous flirtez avec un garçon et ça ne plaît pas à votre mère. Oui. Et elle en parle à votre père. Et là, tous les deux, ils décident de vous envoyer aux États-Unis. Voilà. Pour apprendre la langue, l'anglais. Tout à fait. Oui, parce que lui n'aimait pas parler français, du reste il parlait très mal français, bien qu'il connaissait quand même plusieurs langues, hein, mais enfin, comment dirais-je, l'allemand, le polonais, le russe, parce qu'il a appris le russe aussi quand il était en Russie. Mais la langue française, non, ça lui plaisait pas. Donc il parlait très peu. Et puis moi, comme à l'époque, mon anglais était quand même très primaire, donc on n'arrivait pas à communiquer. Alors, d'un commun accord avec ma mère, ils ont décidé, on va envoyer Nelly à New York, comme ça, elle va apprendre l'anglais, et aussi pour mon éducation aussi, ils m'ont envoyé, quoi, parce que... Alors, étant métisse, parce que vous êtes allée à quelle époque? Dans les années 50, à New York, aux États-Unis? Oui, je suis partie en 57. En 57. Oui. Et qu'est-ce que... Bon, c'était toujours, bien sûr, la période ségrégationniste. Ce que je veux savoir, vous, étant française, métisse, plutôt claire de peau, est-ce que vous avez aussi connu quelques soucis ou pas du tout, c'est-à-dire vous étiez beaucoup plus libre qu'un noir américain? Oui, alors disons que la période que j'ai passée à New York est un peu personnelle parce que j'étais chez ma tante, Mrs. Lee, qui était en fait ma tante, mais qui n'était pas ma tante, quoi. Voilà, qui était la femme que j'ai appris là-bas. C'était la première femme de mon père. Voilà. Mais ça, on me l'a pas dit avant que je ne parte. Mais enfin bon, ça aurait été pareil, je pense. Donc, si vous voulez, ma tante était assez âgée. Moi, j'arrivais et ma tante, elle avait un très joli pavillon à New York, à Jamaïca exactement, et elle était babysitter. Elle gardait donc des enfants. Et quand je suis arrivée, je l'ai un petit peu aidée. Et puis, peut-être 15 jours après, elle a pris un autre bébé. Et puis après, 15 jours après ou 3 semaines, je me souviens plus. Enfin, encore un autre bébé. Donc, il y avait au moins 4 bébés à s'occuper. Alors, je l'aidais de mon mieux, mais au fond de moi-même, je me disais, je suis venue quand même à New York pour aller en classe, pour apprendre l'anglais. Oui. Voilà. Alors, j'ai écrit à mon père, je lui ai dit, papa, c'est bien, j'aime bien les enfants, ils sont bien gentils et tout, mais quand est-ce que je vais aller à l'école? Et mon père me disait, patience, parce que l'école coûte très cher donc aux États-Unis, je ne gagne pas beaucoup de courses, donc il faut attendre, mais vous irez à l'école. Donc je me suis armée de patience, puis j'ai attendu. Et puis au bout d'un temps, au bout d'un trimestre à peu près, j'ai demandé à Mrs. Lee, j'aimerais quand même aller à l'école, est-ce que mon père vous a donné d'autres nouvelles? Et elle m'a dit, écoutez, pour aller en classe en permanence, ce n'est pas possible, mais on va vous trouver, disons, des cours 2 fois par semaine, et comme ça, vous pourrez travailler, apprendre vraiment votre anglais. Alors, c'est comme ça que j'ai assisté à des cours d'anglais qui étaient donnés à des étrangers. Oui. Et jusqu'à la fin, donc pendant 1 an, j'ai été à ces cours, mais je n'ai pas été, si vous voulez, je n'ai pas fréquenté l'école, disons, quotidiennement, malheureusement. Oui. Il y a une dernière question. Il est vrai que j'aurais dû la poser au début. Ça, vous avez attendu 13 ans. Et ce qui est étonnant et ce qui vous marque tout au long de ce livre, c'est vraiment ce manque paternel de votre père. Et malgré ces 13 années, il n'a pas un geste câlin. Non, parce que mon père était un homme impénétrable. Il était une allure très altière. Et puis, il faut vous dire aussi, c'est que il a vu ses enfants 13 ans après, puisqu'il nous a vus tout petits, mon frère et moi. Oui. Donc, il ne savait peut-être pas comment faire non plus. Et c'était un homme qui était, comme je vous ai dit, il était impénétrable et pas tellement communicatif. Et c'est quand je reviens donc de New York que je suis nantie de la langue anglaise, c'est là qu'on peut donc dialoguer, heureusement, et que petit à petit, il vient vers moi, il s'ouvre, comme s'il ouvrait sa valise de souvenirs, quoi, voyez, et il me conte de son passé, ses exploits épiques, quoi, voyez, et puis il me livre petit à petit, quoi, beaucoup de choses que je ne connaissais pas, quoi, voyez. Ouais. C'était comme des rendez-vous de fragments de vie quelque part. Oui, tout à fait. Puis lui, il était tellement content de pouvoir parler du passé, comme tout être, quoi, en fait. Et puis comme c'était un passé glorieux, hors du commun, il était d'autant plus content.
Merci Nelly Davis. Nous allons passer à la seconde partie de l'émission qui s'appelle Cartes sur table. Ben, je vous remercie. Alors Nelly Davis, devant vous il y a des cartes sur table. À l'intérieur de ces enveloppes il y a une carte et puis il y a une question. Donc il faut lire la question à voix haute et puis répondre à cette question. Alors allons-y. Oui. Ah, quel est votre plus gros défaut? Eh bien écoutez, je pourrais vous répondre la gourmandise. Oui, je sais que dans votre livre, votre père dit mais elle va prendre du poids puisque... Et effectivement, je suis gourmande et je mange vraiment de trop et je devrais me restreindre à mon âge, mais bon, j'ai du mal. Eh bien, faut profiter de la vie. Moi aussi, je suis gourmande. Mais justement, par rapport à votre père qui, par exemple, lui, faisait très attention à son poids, surtout un jockey. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait pas méchamment? Oh, non, mais un jour, effectivement, il m'a dit, oh, Nelly, quand vous serez vieille, vous serez comme maman, vous serez grosse. Oui. Ah ben j'ai dit bah écoutez merci parce que bon à l'époque j'étais jeune, bon j'étais pas trop mal, donc mais il avait son jugement, voilà. Et j'ai pris quand même de l'embonpoint, mais enfin bon. Oui, bien sûr, mais bon. Puis faire des régimes, c'est terrible parce que c'est le yo-yo quand on fait un régime, alors voilà. Mais c'est vrai, il m'a dit ça un jour. Il était pas gentil, hein. Bah, c'est vrai que pour un papa, il aurait pu dire mais je t'aime comme tu es, mais bon. Oui, mais il disait si peu je t'aime. Ouais. Et puis on peut passer à une autre question. Oui, d'accord, je le remets dans l'enveloppe. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Alors allons-y. Ah, quel chanteur ou groupe de musique vous donne des ailes? Mais écoutez, moi j'aime beaucoup Manu Dibango. Ah. Oui, je l'aime beaucoup. J'aime en tant que compositeur, en tant que chanteur. Et j'aime aussi Ray Charles, bien entendu. Ray Charles que nous avons perdu, malheureusement. Et pour quelle raison Manu Dibango? Qu'est-ce qui vous fait frémir? J'adore l'entendre quand il joue au piano, quand il prend sa guitare. Et il chantait aussi une chanson, je ne me souviens plus tellement le titre, mais ça me prend beaucoup, quoi. Vous voyez, j'aime beaucoup l'écouter. D'accord. Oui. Ok. Une autre question? Oui. Alors. Ah. Écrire, est-ce un moyen de fuite? Oui. Non, pour moi, c'est pas un moyen de fuite. Parce que écrire, pour moi, je me délecte quand j'écris. Et c'est surtout le matin que tout me vient. J'ai plein d'idées qui fourmillent dans ma tête. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc qui est à côté de moi, je prends mon crayon et je note tout ce que j'ai, disons, dans ma tête. Donc, pour moi, c'est pas une fuite parce que je peux pas qualifier ça comme une fuite. C'est un bonheur pour moi. C'est mon havre de paix, si vous voulez. Et je mets tout ce qui me vient, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ensuite, après, j'ai tout le temps de corriger, peaufiner, enlever, remettre. Et je crois que maintenant, j'écrirai jusqu'à la fin de ma vie. Très bien. Parce que là, c'est mon premier roman. Oui. Mais j'espère qu'il y en a d'autres. Ah ben, j'espère. J'espère aussi. Alors, c'est la fin de cette séquence, deuxième partie de l'émission, Nelly Davis. Nous allons passer à la troisième partie de l'émission qui s'appelle Coup de cœur. D'accord, parfait. Alors, Nelly Davis, quel est votre coup de cœur, le livre qui vous a bouleversé ou qui vous bouleverse encore? Alors écoutez, ce livre, je le lis 2 fois. C'est Le livre de ma mère, par Albert Cohen. C'est un livre qui est bouleversant. C'est Albert Cohen qui écrit sur sa mère qui est décédée. Oui. Et il raconte, si vous voulez, tout ce qu'il a fait aussi avec sa mère, tout ce qu'il n'a pas fait non plus avec sa mère. Et il a, si vous voulez, il vénère sa mère et en même temps, il regrette, si vous voulez, il a des remords en quelque sorte, qui est compté dans ce livre. C'est un livre magnifique, qui est poignant, qui vous donne la chair de poule parce que j'ai, comment dirais-je, coché pas mal de choses, si vous voulez, qui m'ont vraiment marqué. Et si vous voulez, je peux vous lire un passage qui est très court, si c'est pas abusé du temps. Très peu de temps, mais oui.
À 18 ans, alors c'est lui qui parle bien entendu. À 18 ans, je quittais Marseille et j'allais à Genève où je m'inscrivis à l'université et où des nymphes me furent bienveillantes. Alors la solitude de ma mère devint totale. Elle était déracinée à Marseille. Elle ne fréquentait personne car elle était peu débrouillarde. Ne fréquentant personne, elle fréquentait son appartement. L'après-midi, après avoir terminé ses tâches ménagères, elle se rendait visite à elle-même. C'est drôle. Bien habillée, elle se promenait dans son cher appartement, inspectait chaque chambre, tapotait une couverture, arrangeait un coussin, aimait la tapisserie neuve, savourait sa salle à manger, regardait si tout était bien en ordre, chérissait cet ordre et l'odeur d'encaustique et le nouveau canapé en affreux velours frappé. Excusez-moi. Elle s'asseyait sur le canapé et recevait chez elle. Cette boule à café qu'elle venait d'acheter était une relation nouvelle. Elle lui souriait, l'éloignait un peu pour mieux la voir. Ou encore, elle considérait le beau sac à main que je lui avais offert, qu'elle conservait enveloppé dans du papier de soie et dont elle ne se servait jamais car il aurait été dommage de l'abîmer. Sa vie, c'était un appartement. C'était écrire à son fils, attendre les lettres de son fils, préparer les voyages vers le fils, attendre son mari dans l'appartement silencieux, lui souhaiter la bienvenue lorsqu'il rentrait, être fière des compliments de son mari. Il y avait aussi où elle écoutait un peu la conversation des dames bien dans un salon de thé, tout en mangeant un gâteau, consolation des isolés. Elle participait comme elle pouvait, se contentait humblement de ses pauvres divertissements, toujours spectatrice, mais jamais actrice. Sa vie, c'était alors d'aller toute seule au cinéma. Ses personnages sur l'écran, elle était admise en leur compagnie. Elle pleurait au malheur de ces belles dames chrétiennes. Elle a été une isolée toute sa vie, Merci. Une timide enfant. Merci, voilà. Davis. Merci C'est beaucoup. à moi de vous remercier infiniment. Alors, je rappelle le livre de votre premier roman, donc votre récit autobiographique. Donc, c'est Jockey noir et célèbre, Mon père Saint-Inconnu, voilà, aux éditions du Rocher, voilà, écrit par Nelly Davis, la fille du jockey en personne. Voilà. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci Nelly Davis. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à bientôt.